Dans une salle d'audience à Lyon, où l'air semblait chargé d'électricité, un silence oppressant enveloppait les lieux, seulement troublé par le cliquetis métallique des menottes. Jacques Moreau, un officier de police au regard dur et au sourire narquois, se tenait devant Élodie Dubois, une femme noire d'une trentaine d'années, dont la présence imposait un mélange de calme et de détermination. Jacques, vêtu de son uniforme impeccablement repassé, croyait détenir le pouvoir absolu en ce lieu. Il avait décidé, sans raison valable, de humilier Élodie, de la réduire à une ombre dans ce tribunal où la justice était censée régner. Avec un geste brusque, il saisit son poignet, ignorant le badge qu'elle brandissait avec assurance, un badge orné du sceau du Bureau fédéral d'investigation. « Tu crois que ça t'ouvre toutes les portes, hein » lança-t-il, sa voix teintée de mépris, assez fort pour que les badauds dans le couloir du palais de justice tournent la tête. Élodie, impassible, le fixa droit dans les yeux, son regard d'acier ne vacillant pas. Elle savait que cet homme, cet officier respecté par certains et craint par beaucoup, était précisément celui qu'elle traquait depuis des mois. Jacques Moreau n'avait aucune idée qu'il venait de commettre l'erreur de sa carrière. Ce qu'il voyait comme une démonstration de force allait devenir le premier domino d'une chute retentissante. Élodie Dubois, à 38 ans, n'était pas une femme ordinaire. Née dans une banlieue populaire de Paris, elle avait grandi dans un monde où chaque pas en avant demandait une lutte acharnée. Sa mère, infirmière, enchaînait les gardes de nuit à l'hôpital pour subvenir à leurs besoins, tandis que son père, un homme discret, avait quitté leur vie sans un mot, laissant derrière lui un silence que la jeune Élodie avait appris à combler par sa propre résilience. Dès l'adolescence, elle avait compris les règles implicites de la société, ne pas parler trop fort, rester vigilante, garder ses papiers à portée de main. À 15 ans, elle savait déjà lire les regards suspicieux et entrer dans une pièce avec l'assurance de quelqu'un qui refuse d'être invisible, même lorsqu'on lui faisait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue. Cette force intérieure l'avait propulsée à travers les rangs du FBI, non pas grâce à des privilèges ou des relations, mais par un travail acharné et une persévérance sans faille. Son dossier était irréprochable, ses compétences indiscutables. À 34 ans, elle gérait des enquêtes que des agents bien plus expérimentés évitaient. Transférée à Lyon pour une mission délicate, Élodie s'était plongée dans une investigation sur la corruption endémique au sein de la police locale, une mission qu'il avait menée jusqu'à ce tribunal, ce matin-là, où elle devait témoigner. Elle n'avait pas besoin de bijoux ou de tenues ostentatoires pour affirmer son autorité, son tailleur noir, sobre mais parfaitement coupé, et ses cheveux rassemblés en un chignon impeccable suffisaient à imposer le respect. Pourtant, Jacques Moreau, avec son arrogance, n'avait vu en elle qu'une cible facile. Ce matin-là, le palais de justice de Lyon vibrait d'une tension palpable. Les couloirs, éclairés par une lumière froide, étaient remplis de murmures et de regards furtifs. Élodie avançait d'un pas mesuré, son porte-documents à la main, consciente des yeux qui la suivaient. Elle était la dernière témoin d'une enquête d'1 mois visant des officiers de police accusés d'abuser de leur pouvoir pour incriminer injustement des jeunes issus des quartiers défavorisés, majoritairement noirs. Son témoignage promettait de nommer des responsables, dont Jacques Moreau, un vétéran de 20 ans, connu pour son tempérament explosif et ses préjugés. À l'extérieur de la salle d'audience, Jacques l'observait approcher, son assurance le déstabilisant malgré lui. Il y avait dans sa démarche une absence totale d'hésitation, une force tranquille qui le troublait. Lorsqu'elle tendit la main pour présenter son badge, il s'interposa, bloquant son chemin. « Vous n'entrez pas ici », dit-il d'un ton sec, autoritaire. Élodie, sans ciller, brandit son badge, le sceau du FBI bien visible. « Je suis avec le bureau. »« Je témoigne aujourd'hui », répondit-elle, sa voix ferme mais posée. Jacques, au lieu d'examiner le document, éclata d'un rire moqueur. « Vraiment ? Tu l'as trouvé où, ce badge ? Dans une brocante ?» Sa voix monta d'un ton, attirant l'attention des passants. « Reculez », ordonna Élodie, levant le badge plus haut. Il l'ignora, s'approchant trop près, envahissant son espace. « Peu importe où tu prétends travailler. Tu n'entres pas. » Sans lui laisser le temps de répondre, il saisit son poignet, le tordant derrière son dos. Le badge tomba au sol, suivi de son porte-documents dont les papiers s'éparpillèrent. La scène se déroulait sous les yeux d'une foule silencieuse, figée par le choc. Parmi eux,
Claire Lefebvre, une jeune journaliste de 25 ans travaillant pour un journal local, observait la scène, son instinct lui soufflant que quelque chose d'important était en train de se produire. Elle sortit discrètement son téléphone pour filmer, son cœur battant à l'idée de capturer un moment qui pourrait changer la donne. Jacques, avec un sourire satisfait, resserra les menottes sur les poignets d'Élodie. « Je te conseille d'arrêter de résister, lança-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. Élodie, le visage impassible mais les yeux brûlants de colère, répondit froidement. « Je ne résiste pas. Vous faites une erreur. » Qu'est-ce que ça, Il se pencha vers elle, murmurant des mots qui la frappèrent d'un plus durement que les menottes. « Ton erreur, c'est de croire que quelqu'un comme toi a sa place ici. » Moi ça me va peut-être. Ces paroles, lourdes de préjugés, résonnèrent dans l'esprit d'Élodie, ravivant des souvenirs d'humiliation passée. Mais elle ne lui donna pas la satisfaction de voir son trouble. Elle savait que ce moment, aussi douloureux soit-il, n'était qu'un prélude à ce qu'elle s'apprêtait à accomplir. Elle n'était pas venue sans préparation. Ce n'était pas seulement une question d'un officier raciste, c'était un système entier qu'elle entendait confronter. Quelques heures avant, alors qu'elle relisait ses notes dans un café près du tribunal, Élodie avait reçu un message anonyme sur son téléphone sécurisé. « Ils savent que vous venez. Attention à Moreau. Il n'est pas seul. » Ce message, bien que vague, avait renforcé sa vigilance. Elle avait glissé le téléphone dans sa poche, consciente que son enquête touchait des nerfs sensibles. À présent, menottée sous les regards de la foule, elle comprenait que ce message n'était pas une simple mise en garde, mais un indice d'une conspiration plus vaste. Jacques, croyant avoir le contrôle, la conduisit vers une salle d'attente adjacente, où un jeune agent de sécurité, visiblement mal à l'aise, murmura une excuse. Élodie ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de mots de réconfort. Elle avait besoin de silence, d'un moment pour recentrer ses pensées. Les menottes avaient laissé des marques rouges sur ses poignets, mais la véritable blessure était ailleurs, dans la colère sourde qui bouillonnait dans elle, dans la prise de conscience que, malgré son badge, son titre, ses années de travail, elle restait, aux yeux de certains, une étrangère dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Dehors, le couloir du tribunal bourdonnait de chuchotements. Claire, la journaliste, avait cessé de filmer mais continuait d'observer, son esprit en ébullition. Elle connaissait Jacques de réputation, un homme influent, protégé par certains hauts gradés, mais détesté par ceux qui avaient croisé son chemin. La scène qu'elle venait de voir ne collait pas. Pourquoi un officier risquerait-il une telle provocation en plein tribunal? Elle décida de creuser, ignorant les risques. Elle envoya un message rapide à son rédacteur en chef. « Quelque chose se passe ici. Je reste. » Dans la salle d'attente, Élodie, libérée des menottes, ramassa ses documents éparpillés. Elle remarqua le regard du jeune agent, qui semblait vouloir dire quelque chose mais se ravisa. Elle le fixa un instant, comme pour lui transmettre un message silencieux. « Vous avez vu ce qui s'est passé. Qu'allez-vous faire ?» Puis, elle se redressa, ajusta son tailleur et se dirigea vers la salle d'audience. Jacques, posté près de l'entrée, la regarda passer, un sourire en coin, convaincu qu'il l'avait brisée. Mais il ne vit pas la flamme dans ses yeux, ni n'entendit les mots qu'elle murmura à elle-même. « Tu viens de signer ta perte. » À cet instant, Élodie savait que ce n'était que le début. Elle n'était pas seulement une témoin. Elle était une force, une vérité sur le point d'éclater. Et Jacques Moreau, avec toute son arrogance, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La salle d'audience de Lyon vibrait d'une tension presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Élodie Dubois, debout, droite et impassible, semblait taillée dans la pierre face au regard scrutateur des avocats, des journalistes et des spectateurs. Les marques rouges laissées par les menottes sur ses poignets étaient encore visibles, mais elles n'étaient rien comparées à la brûlure de l'injustice qu'elle portait en elle. Quelques heures plus tôt, Jacques Moreau, l'officier arrogant qui l'avait humiliée devant le tribunal, avait cru pouvoir la réduire au silence. Il s'était trompé. Élodie n'était pas là pour plier, mais pour briser un système qui prospérait dans l'ombre. Son tailleur noir, impeccablement coupé, et son chignon serré donnaient à sa silhouette une autorité naturelle,
renforcée par la lueur froide dans ses yeux. Elle posa son porte-documents sur la table, l'ouvrit méthodiquement, et en sortit une série de dossiers, chacun chargé d'une vérité que Jacques et ses complices auraient préféré garder enfouie. Le juge, un homme d'âge mûr au visage sévère, ajusta ses lunettes et lui fit signe de commencer. Élodie prit une inspiration profonde, sa voix claire et assurée résonnant dans la salle. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs, je suis ici pour présenter des preuves d'une corruption systémique au sein de la police de Lyon, orchestrée par l'officier Jacques Moreau et ses associés. » Pourtant, elle commença par projeter sur l'écran de la salle des enregistrements audio, des rapports falsifiés et des vidéos altérées, tous méticuleusement rassemblés au cours de son enquête de plusieurs mois. Chaque pièce à conviction était une flèche visant directement Jacques, qui, assis à quelques mètres, commençait à perdre son assurance habituelle. Élodie décrivit un incident précis, un jeune homme de 19 ans, arrêté sans motif valable dans un quartier populaire de la Part-Dieu, accusé à tort de possession de drogue. Une bande audio de la caméra embarquée d'un véhicule de police retentit dans la salle, captant la voix de Jacques ordonnant à un subalterne « Trouve quelque chose » ou « Fais-lui peur ». Le silence qui suivit était assourdissant. Élodie poursuivit, exposant 12 autres cas similaires, tous abandonnés faute de preuves, mais marqués par des tactiques d'intimidation et des rapports manipulés. Jacques, dont le sourire narquois s'effaçait peu à peu, se tortilla sur son siège, son avocat tentant en vain d'interrompre la présentation en soulevant des objections techniques. Le juge les rejeta d'un geste impatient, les yeux fixés sur Élodie. Dans la salle, Claire Lefebvre, la jeune journaliste qui avait filmé l'altercation dans le couloir, prenait des notes frénétiques. Elle sentait que ce moment allait au-delà d'un simple scandale local, c'était une fissure dans un mur que beaucoup croyaient inébranlable. Claire, avec son instinct d'aiguiser et son ambition de révéler la vérité, avait déjà contacté une source anonyme la veille, un informateur qui prétendait détenir des informations sur Jacques. Ce dernier, un certain Mathieu Garnier, était un ancien collègue de Jacques, un officier de police désabusé qui avait travaillé sous ses ordres pendant des années. Mathieu, la quarantaine, père d'un jeune garçon, avait longtemps fermé les yeux sur les agissements de Jacques, par peur ou par loyauté mal placée. Mais récemment, la culpabilité l'avait rongé. Lors d'une rencontre discrète dans un café à l'écart du centre-ville, Mathieu avait glissé à Claire une clé USB contenant des enregistrements supplémentaires, confirmant les accusations d'Élodie. « Je ne peux plus me taire », avait-il murmuré, le regard hanté. « Pas après ce que j'ai vu. » Claire, sentant l'importance de ces documents, avait transmis une copie à Élodie par un canal sécurisé, renforçant ainsi le dossier de l'enquête. Élodie, sur le banc des témoins, poursuivait son témoignage avec une précision chirurgicale. Elle révéla que Jacques ne travaillait pas seul. Ses investigations avaient mis au jour des liens troublants avec un haut fonctionnaire de la préfecture, un certain Philippe Roche, dont le nom apparaissait dans des échanges codés interceptés par le FBI. Ces échanges suggéraient une protection institutionnelle pour Jacques et ses complices, une couverture qui expliquait pourquoi ces agissements avaient perduré si longtemps. Élodie demanda au juge d'ordonner une enquête fédérale et élargie pour examiner non seulement Jacques, mais aussi ce réseau de corruption plus vaste. Sa requête fit l'effet d'une bombe. Les murmures s'amplifièrent dans la salle, et le juge, visiblement troublé, demanda une suspension d'audience pour examiner les preuves. Jacques, blême, échangea un regard nerveux avec son avocat, qui tentait de le rassurer sans conviction. Pendant la pause, Élodie se retrouva dans une petite pièce attenante, où elle put enfin respirer. Claire, déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité, s'approcha d'elle discrètement. « Madame Dubois, je suis Claire Lefebvre, journaliste au Progrès. J'ai des informations qui pourraient vous aider. » Élodie, méfiante mais intriguée, accepta de l'écouter. Claire lui parla de Mathieu et des enregistrements, ajoutant qu'elle avait également découvert un rapport interne, dissimulé dans les archives de la police, concernant un incident survenu 7 ans plus tôt. Un officier, Paul Valéry, avait tenté de dénoncer des abus similaires à ceux de Jacques, mais il était mort dans un accident de voiture suspect, classé sans suite. Élodie sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas une coïncidence. Elle remercia Claire et lui demanda de rester prudente, consciente que leur collaboration pourrait attirer des regards indésirables.
De retour dans la salle d'audience, Élodie reprit la parole, cette fois avec une intensité accrue. Elle présenta les nouveaux enregistrements fournis par Claire, qui révélaient Jacques en train de donner des ordres explicites pour falsifier des preuves dans une affaire récente. Une vidéo, bien que floue, montrait un échange entre Jacques et un autre officier dans un parking isolé, où un dossier compromettant changeait de main. La voix de Jacques, claire et arrogante, ordonnait « Assure-toi que personne ne remonte jusqu'à Roche. » Joe. Le nom de Philippe Roche, le haut fonctionnaire, fit sursauter plusieurs personnes dans la salle, y compris le juge, qui fronça les sourcils. Élodie, sentant le moment décisif, demanda la détention immédiate de Jacques pour obstruction à la justice et manipulation de preuves. L'avocat de Jacques bondit, criant à l'injustice, mais le juge, après un long silence, acquiesça. « Monsieur Moreau, vous êtes placé en détention provisoire en attendant une enquête approfondie, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un couperet. Deux agents s'approchèrent de Jacques, qui, pour la première fois, sembla perdre tout contrôle, son visage déformé par la panique. Alors que Jacques était escorté hors de la salle, menottes au poignet, un murmure de satisfaction parcourut l'audience. Élodie, immobile, observa son départ sans triomphalisme. Ce n'était pas une victoire personnelle, mais un premier pas vers quelque chose de plus grand. Elle croisa le regard de Claire, qui hocha la tête avec respect, et celui de Mathieu, qui, caché parmi les spectateurs, semblait enfin libéré d'un poids. Mais Élodie savait que ce n'était que le début. Le nom de Philippe Roche flottait dans l'air comme une menace. Elle avait ouvert une brèche, mais le système qu'elle combattait était bien plus vaste qu'un seul homme. Dans le couloir, alors qu'elle ramassait ses affaires, un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume gris, s'approcha. « Madame Dubois, je suis l'inspecteur général Dupont. Nous devons parler. » Son ton, bien que courtois, portait une note d'avertissement. Élodie le fixa, sans ciller. « Je suis prête, » répondit-elle, sa voix aussi ferme que dans la salle d'audience. Elle savait que les prochaines heures, les prochains jours, seraient cruciaux. Jacques n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste, et elle venait de défier les règles établies. Dehors, la nouvelle de l'arrestation de Jacques se répandait comme une traînée de poudre. Claire, de retour à la rédaction, rédigeait déjà un article qui ferait les gros titres le lendemain. Elle intitulait son papier « Une vérité qui dérange, une agente fédérale contre la corruption à Lyon ». Dans un coin de la salle de rédaction, elle reçut un message de son informateur anonyme « Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Soyez prudente. » Claire sourit, un mélange d'excitation et d'appréhension. Élodie, de son côté, reçut un appel de son supérieur, l'agent Martin, qui la félicita tout en la mettant en garde. « Vous venez de vous faire des ennemis puissants, Dubois. Restez sur vos gardes. » Élodie raccrocha, regardant par la fenêtre du tribunal. La ville de Lyon s'étendait devant elle, ses lumières scintillant dans la nuit. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. La vérité, qu'elle avait portée seule si longtemps, commençait à trouver des alliés. Et elle n'était pas prête à s'arrêter. La lumière pâle de l'aube filtrait à travers les grandes fenêtres du palais de justice de Lyon, projetant des ombres longues et incertaines sur le sol de marbre. Élodie Dubois se tenait dans le couloir, son porte-documents à la main, le regard fixé sur la foule qui s'amassait à l'extérieur. L'arrestation de Jacques Moreau, la veille, avait fait l'effet d'un séisme, et les ondes de choc se propageaient bien au-delà des murs du tribunal. Les journaux titrèrent sur l'affaire, les réseaux sociaux s'enflammaient, et les habitants de Lyon, habitués à une certaine opacité des institutions, commençaient à poser des questions. Élodie, cependant, n'avait pas le luxe de savourer ce moment. Elle savait que la chute de Jacques n'était qu'un premier pas, une brèche dans un système qui se protégerait à tout prix. Son tailleur noir, toujours impeccable, et son chignon serré renforçaient son allure d'une femme inébranlable, mais à l'intérieur, elle sentait le poids d'une lutte qui ne faisait que s'intensifier. Les menaces anonymes s'accumulaient dans sa boîte vocale, des messages cryptiques lui ordonnant de « rester à sa place ». Pourtant, Élodie n'avait jamais été du genre à reculer. Elle ajusta son badge du FBI, glissé dans sa poche intérieure, et entra dans la salle d'audience pour une nouvelle journée de témoignages, prête à affronter ce qui l'attendait.
La salle était bondée, l'atmosphère saturée d'une tension presque palpable. Des représentants de la préfecture, des élus locaux et des membres de la communauté s'entassèrent sur les bancs, leurs murmures formant un bourdonnement constant. Le juge, dont le visage trahissait une fatigue croissante, frappa son marteau pour imposer le silence. Élodie prit place au centre, sous les regards scrutateurs. Elle n'était plus seulement une témoin, elle était devenue, malgré elle, un symbole. Son témoignage de la veille avait non seulement conduit à l'arrestation de Jacques, mais aussi ouvert la voie à une enquête fédérale sur Philippe Roche, le haut fonctionnaire soupçonné de protéger les agissements de Jacques. Ce matin-là, Élodie avait une mission claire, présenter de nouvelles preuves, obtenues grâce à Claire Lefebvre, la journaliste, et Mathieu Garnier, l'ancien collègue de Jacques devenu informateur. Elle ouvrit son porte-documents et en sortit une clé USB, qu'elle tendit au greffier. « Monsieur le juge », commença-t-elle, sa voix ferme et claire, « je vous demande d'examiner ces enregistrements, qui révèlent une conspiration plus vaste impliquant non seulement l'officier Moreau, mais aussi des figures influentes au sein de l'administration. » L'écran de la salle s'alluma, projetant d'une série d'enregistrements audio. La voix de Jacques, froide et autoritaire, ordonnait à un collègue, « fait disparaître ce rapport. Roche ne veut pas de traces. » Un autre extrait, plus accablant encore, capturait une conversation entre Jacques et un homme non identifié, discutant d'une somme d'argent en échange d'un « service ». Le nom de Philippe Roche revenait à plusieurs reprises, confirmant son rôle dans un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de la police. Élodie compléta son témoignage par des documents écrits, des rapports internes falsifiés, des échanges de courriels codés, et même une note manuscrite découverte dans les archives, signée de la main de Roche. La salle, d'abord silencieuse, s'agita lorsque Élodie mentionna un cas vieux de 7 ans. La mort suspecte de Paul Valéry, un officier de police qui avait tenté de dénoncer des abus similaires. Cet officier, dit-elle, son regard balayant l'audience, a payé de sa vie pour avoir voulu briser le silence. Sa mort n'était pas un accident. Elle demanda la réouverture officielle de l'enquête sur ce décès, sous supervision fédérale, une requête qui fit frémir les officiels présents. Parmi les spectateurs, Amina Diallo, une femme d'une 50aine d'années au visage marqué par le chagrin, écoutait avec une intensité presque douloureuse. Amina était la mère d'un jeune homme, Karim, arrêté 2 ans plus tôt par Jacques sous de fausses accusations de vol. Karim, alors âgé de 18 ans, avait été brutalisé et emprisonné pendant des mois avant que les charges ne soient abandonnées faute de preuves. Depuis, il portait les cicatrices invisibles de cette injustice, et Amina avait juré de se battre pour lui. Elle était venue au tribunal ce matin, non pas comme une victime, mais comme une voix pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Lorsque Élodie mentionna le cas de Karim dans son témoignage, citant des preuves de falsification dans son dossier, Amina sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Elle croisa le regard d'Élodie, et un échange silencieux passa entre elles. Une promesse de justice. Claire, assise au fond de la salle, continuait de prendre des notes, son stylo courant sur le papier. Elle avait publié son article la veille, un texte percutant qui avait attiré l'attention nationale. Depuis, son téléphone ne cessait de vibrer, des messages de collègues, de lecteurs, mais aussi des avertissements voilés lui conseillant de ralentir. Claire, cependant, n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle avait rendez-vous le soir même avec Mathieu, qui lui avait promis de nouvelles informations sur Philippe Roche. Mathieu, rongé par la culpabilité d'avoir fermé les yeux pendant si longtemps, voyait en Élodie et Claire une chance de racheter ses erreurs. Il avait risqué sa carrière, et peut-être plus, en devenant leur informateur, mais pour lui, c'était une question d'honneur. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans un monde où des hommes comme Jacques ont le dernier mot, avait-il confié à Claire lors de leur dernière rencontre. Le juge, après avoir examiné les nouvelles preuves, annonça une décision sans précédent. Non seulement l'enquête sur Philippe Roche serait ouverte, mais tous les cas impliquant Jacques et ses associés seraient examinés sous supervision fédérale. Il ordonna également la protection d'Élodie, reconnaissant les risques qu'elle encourait. La salle éclata en un mélange de murmures indignés et d'applaudissements timides. Élodie, impassible, rangea ses documents et quitta le banc des témoins, sentant le poids des regards sur elle. Dans le couloir, Amina l'attendait. « Merci » murmura-t-elle,
sa voix tremblante. Pour Karim. Pour nous tous. Élodie, touchée mais réservée, hocha la tête. Ce n'est pas fini, répondit-elle doucement. Amina esquissa un sourire, un mélange de gratitude et de détermination. Elle était devenue, sans le vouloir, une figure de la résistance locale, organisant des rassemblements pacifiques pour exiger des réformes. Dehors, la place devant le tribunal était envahie par une foule silencieuse. Des pancartes portaient des messages simples, « Justice pour tous, plus jamais ». Les Lyonnais, habitués à une certaine retenue, exprimaient leur colère avec une dignité qui impressionnait Élodie. Elle s'arrêta un instant pour observer, son badge toujours dissimulé dans sa poche. Elle ne cherchait pas la gloire, mais elle scrutait les visages, les postures, cherchant des indices sur ce que la ville ferait ensuite. La police locale, sous pression, avait organisé une conférence de presse la veille, tentant de minimiser l'affaire. Mais la foule n'était pas dupe. Leur silence parlait plus fort que n'importe quel discours. Élodie reçut un message de son supérieur, l'agent Martin. « Vous avez déclenché une tempête, Dubois. Soyez prudente. » Elle sourit légèrement, consciente des dangers, mais déterminée à aller jusqu'au bout. Plus tard, dans un café discret, elle retrouva Claire et Mathieu. Claire, excitée, lui montra un courriel anonyme qu'elle venait de recevoir, contenant des détails sur un compte bancaire offshore lié à Roche. Mathieu, plus nerveux, confirma que d'autres officiers, effrayés par l'arrestation de Jacques, commençaient à parler. Ils savaient que le vent tourne, dit-il, son regard fuyant. Élodie les écouta attentivement, prenant des notes mentales. Elle savait que chaque information, chaque témoignage, était une arme dans cette guerre contre l'injustice. Les jours suivants, l'enquête s'accéléra. Des assignations furent délivrées à d'autres officiers nommés dans les enregistrements, et le nom d'Élodie devint un symbole de courage, mais aussi une cible. Les menaces s'intensifièrent, des pneus crevés sur sa voiture, des courriers anonymes glissés sous sa porte. Pourtant, elle refusait de se laisser intimider. Une nuit, alors qu'elle rentrait à son appartement temporaire à Lyon, elle remarqua une silhouette dans l'ombre. Son instinct d'agente prit le dessus, elle saisit son téléphone, prête à appeler des renforts. Mais la silhouette disparut, laissant derrière elle une enveloppe. À l'intérieur, une note manuscrite, Valérie avait raison. Cherchez les archives de 2015. Élodie sentit son pouce accélérer. L'enquête sur Paul Valéry devenait centrale, un fil conducteur vers une vérité encore plus sombre. Quelques semaines plus tard, Élodie retourna à Paris pour une audience spéciale, convoquée par le ministère de l'Intérieur. La salle, plus vaste que celle de Lyon, était remplie de figures influentes, des sénateurs, des hauts fonctionnaires, des leaders communautaires. Élodie, au centre, présenta un rapport final, fruit d'une collaboration avec Claire, Mathieu et d'autres lanceurs d'alerte. Elle révéla que le réseau de corruption, dirigé par Roche, avait non seulement protégé Jacques, mais aussi étouffé des dizaines de plaintes au fil des années. Elle demanda des réformes structurelles, une supervision indépendante des forces de police, des protections renforcées pour les lanceurs d'alerte, et une réévaluation des cas archivés. Le ministre, visiblement mal à l'aise, promit d'examiner ces recommandations, mais Élodie savait que le vrai changement viendrait des gens, pas des institutions. En quittant la salle, elle reçut un appel d'Amina. « Karim veut vous rencontrer, dit-elle, sa voix empreinte d'émotion. Il dit que vous lui avez redonné espoir. » Élodie, touchée, accepta. Lors de leur rencontre, dans un parc parisien, Karim, un jeune homme timide mais déterminé, lui serra la main. « Je veux devenir avocat, murmura-t-il. Pour que personne ne passe par ce que j'ai vécu. » Élodie sourit, un rare moment de chaleur dans une lutte souvent solitaire. Elle rentra chez elle ce soir-là, dans son petit appartement du 20e arrondissement, et s'assit près de la fenêtre. Un message de sa mère, resté sur son répondeur, résonnait encore. « Je suis fier de toi, ma fille. N'oublie jamais d'où tu viens. » Élodie ferma les yeux, laissant les mots s'installer. La lutte n'était pas finie, mais elle avait allumé une flamme que rien ne pourrait éteindre.
L'histoire d'Élodie Dubois, une femme courageuse confrontée à l'injustice et à la corruption dans les couloirs du palais de justice de Lyon, résonne profondément avec les valeurs françaises de justice, d'égalité et de résistance face à l'oppression. À travers son parcours, marqué par une détermination inébranlable et une quête de vérité, Élodie incarne une figure universelle de lutte contre les abus de pouvoir. En tant que spectateur, cette histoire m'a bouleversé, non seulement par son intensité dramatique, mais aussi par les leçons qu'elle offre pour notre propre vie quotidienne. Elle nous invite à réfléchir sur notre rôle dans la société, sur le courage nécessaire pour briser le silence et sur la responsabilité collective de construire un monde plus juste. Tout d'abord, l'histoire d'Élodie met en lumière l'importance de la résilience face à l'adversité. Née dans une banlieue populaire de Paris, confrontée dès son plus jeune âge aux préjugés et aux obstacles, Élodie aurait pu se résigner à une vie d'invisibilité. Pourtant, elle a choisi de transformer ses épreuves en force, gravissant les échelons du FBI grâce à un travail acharné. Cette persévérance m'inspire à ne jamais baisser les bras face aux difficultés. Dans la culture française, où l'on valorise l'effort et l'excellence, l'exemple d'Élodie nous rappelle que les obstacles ne définissent pas notre destin, mais que notre réponse à ces défis forge notre identité. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon m'encourage à persévérer dans mes projets, qu'il s'agisse d'études, de carrière ou de combats personnels, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Ensuite, l'histoire souligne le pouvoir de la vérité et la nécessité de briser le silence. Élodie, en exposant la corruption de Jacques Moreau et de ses complices, a pris des risques immenses, allant à l'encontre d'un système qui cherchait à la réduire au silence. Ce courage face à l'intimidation résonne avec l'esprit français de la liberté d'expression, un pilier de notre démocratie. Combien de fois, dans nos propres vies, assistons-nous à des injustices, au travail, dans notre entourage, ou même dans l'espace public, sans oser intervenir? Élodie nous enseigne que le silence est souvent complice de l'injustice. Cette leçon m'incite à m'exprimer lorsque je vois quelque chose d'inacceptable, que ce soit en dénonçant une remarque discriminatoire ou en soutenant une cause juste. Même un petit geste, comme une parole ou un signalement, peut amorcer un changement. Un autre enseignement majeur est l'importance de la solidarité. Élodie n'a pas agi seule. Claire, la journaliste, Mathieu, l'informateur, et Amina, la mère en quête de justice pour son fils, ont tous joué un rôle crucial dans sa lutte. Cette collaboration reflète la valeur française de fraternité, où l'union fait la force. Dans nos vies, nous avons souvent tendance à affronter nos problèmes seuls, par peur ou par orgueil. Pourtant, l'histoire d'Élodie montre que le changement véritable naît de la coopération. Cela m'inspire à chercher des alliés dans mes combats, à écouter les autres et à offrir mon soutien lorsque quelqu'un se bat pour une cause juste. Que ce soit en rejoignant une association, en participant à une manifestation pacifique ou en soutenant un collègue, la solidarité est une arme puissante. Enfin, l'histoire d'Élodie nous confronte à une question essentielle: quel est le prix de la justice? Élodie a payé un lourd tribut, menaces, isolement, pression, mais elle a continué, portée par la conviction que la vérité mérite d'être défendue. Cette réflexion m'amène à me demander ce que je suis prêt à sacrifier pour mes principes. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Zola ou De Gaulle, qui ont défié l'ordre établi au nom de la justice, cette question est particulièrement pertinente. Elle m'encourage à réfléchir à mes valeurs et à agir en cohérence avec elles, même si cela implique des compromis ou des risques. Par exemple, dans un cadre professionnel, cela pourrait signifier refuser de fermer les yeux sur une pratique douteuse, même au risque de déplaire. En conclusion, l'histoire d'Élodie Dubois n'est pas seulement un récit fictif, elle est un miroir tendu à notre société, nous invitant à questionner notre passivité et à agir pour un monde plus équitable. Elle nous rappelle que chaque voix compte, que chaque geste peut faire la différence, et que la justice n'est pas un idéal abstrait, mais une réalité à construire ensemble. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors ne gardez pas cette émotion pour vous. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier le message, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires, et laissez un commentaire pour partager vos propres réflexions. Ensemble, faisons entendre nos voix et transformons l'inspiration en action. La justice commence avec nous.